J'avais pas inventé le fait de me sentir toujours en décalage et de pas comprendre comment faisaient les autres pour être, spontanés dans leurs interactions sociales, pour avoir les codes, spontanément. Moi, j'ai toujours, eu l'impression de pas avoir eu le manuel, quoi. De comment on crée des amitiés, comment on crée une conversation avec quelqu'un qu'on connaît pas, et cetera. Je m'appelle Marion, alias Penguin sur Instagram. Ça fait à peu près 3 ans maintenant que j'ai le compte pour sensibiliser autour des neuroatypies, des maladies chroniques, du handicap visible comme invisible. La neuroatypie, c'est un fonctionnement psychique cérébral différent de la norme. En général, l'idée de norme, c'est un peu flou, mais il y a quand même des catégories assez générales, notamment des difficultés cognitives, sociales, de proprioception, et cetera, de repères dans l'espace, par exemple. C'est tout ce qui est autisme, TDAH, troubles 10, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. J'ai été diagnostiquée très tard, donc ça fait 3 ans et demi, quelque chose comme ça, grâce à moi-même et des recherches approfondies, on va dire. En fait, je suis tombée sur un post Instagram à la base qui parlait de l'autisme chez les femmes, qui disait «L'autisme, c'est aussi tac, tac, tac». Et là, je me suis dit: «Ah mince!» Et c'était comme si toute ma vie, il m'avait manqué une pièce centrale dans le puzzle de mon cerveau, en fait, où j'avais complètement, écarté cette possibilité parce que, ben, j'avoue, j'avais le présupposé qu'on nous donne partout de, c'est un petit garçon, qui adore les trains, qui tient pas en place et qui donne des coups dans les murs, quoi, à peu près, hein. Parce que dans ma famille, il y avait justement ce profil-là de petit garçon et moi, ça m'était jamais venu à l'esprit qu'il y a une, génétique, une hérédité globale, autour des neuroatypies. En fait, il y a une, potentialité beaucoup plus forte qu'on soit autiste si on a un parent autiste, un oncle autiste. Du coup, j'ai fait les démarches pour être diagnostiquée auprès justement d'un centre, à Bordeaux qui est spécialisé sur les diagnostics tardifs, des femmes et ben, en fait, j'ai coché tous les critères très, très vite. J'ai choisi le secteur privé parce que les CRA, donc les centres de ressources pour l'autisme, ont des délais très très longs et c'est comme si en fait le jour où j'ai réalisé, il m'avait fallu des réponses concrètes et immédiates que j'avais attendu toute ma vie en fait. C'est venu a posteriori apporter du sens sur un vécu que j'avais toujours eu, où je m'étais toujours sentie en décalage. Un historique de harcèlement évidemment parce que les enfants le sentent. Comme dirait ma psy, on danse pas sur la même musique qu'eux. Et du coup ça a vraiment mis en perspective toute mon existence à travers un prisme que j'avais jamais envisagé, en fait. Avoir des réponses, ça a été, ouais, un soulagement, une délivrance. C'est comme si, en fait, je rencontrais une nouvelle version de moi, qui avait toujours été là, en fait, mais que j'avais toujours, masquée. Et toute ma vie, j'ai essayé de rentrer dans un moule rond alors que j'avais une forme carrée et ça marchait pas et je comprenais pas et il y a eu beaucoup de culpabilité qui s'est envolée, en fait, de OK, il y avait une raison et c'était pas juste, dans ma tête. Mais en tout cas, j'avais pas inventé le fait de me sentir toujours en décalage et de pas comprendre comment faisaient les autres pour être, spontanés dans leurs interactions sociales, pour avoir les codes, spontanément. Moi, j'ai toujours, eu l'impression de pas avoir eu le manuel, quoi. De comment on crée des amitiés, comment on crée une conversation avec quelqu'un qu'on connaît pas, et cetera. Et j'ai eu l'impression, moi, de devoir, apprendre tout manuellement, quoi. Comme si j'avais pas eu le logiciel implanté et qu'il avait fallu que je le construise moi-même, mais que du coup, il y a toujours des petits couacs et c'est une version bêta, quoi. Il y a une méconnaissance et un manque de bienveillance de la part des gens qui n'y connaissent rien. Mais en vérité, en fait, le fait de tout de suite poser «je suis une personne autiste» dans les interactions, ça dédramatise un petit peu le fait qu'après je vais faire des boulettes. Ça va arriver, il va y en avoir, c'est souvent je dis ce que je pense avant d'avoir réfléchi au filtre de «est-ce que c'est OK que je le dise?» Et donc en fait, ça clarifie les choses. Et très simplement, en fait, l'essentiel de mon entourage maintenant, est neuroatypique. Soit a eu un diagnostic, avant moi, après moi,
ou n'a pas de diagnostic, mais c'est quand même relativement clair. Et en fait, mon entourage, petit à petit, à l'âge adulte, s'est forgé autour d'un fonctionnement cognitif différent, en fait. Je pense qu'on s'attire les uns les autres, en fait, très concrètement. Ça me fatigue beaucoup. J'ai vu une psychiatre une seule fois dans ma vie qui m'a dit: «Je sens que vous m'analysez autant que je vous analyse» et je trouve que c'est assez révélateur du fait que j'ai toujours une arrière-pensée de suranalyser tout ce qui m'entoure, prévoir ce qui peut se passer, de prévoir ce que les gens peuvent me dire, de voir aussi parce que comme je suis dyspraxique, de voir les 14 trucs que je peux faire tomber autour de moi. Après j'ai aussi de la fatigue chronique due à des maladies annexes, on va dire. Mais disons que même si je traite aujourd'hui plutôt correctement ces maladies-là, la fatigue reste, parce que c'est mon cerveau qui est très fatigable. Oui, j'ai fait, de la sensibilisation sur Instagram, autour, de l'antivalidisme, de l'antipsychiatrie, autour des neuroatypies et cetera, dans le but d'avoir des informations, fiables et accessibles comme moi j'en ai eu quand j'étais en recherche de diagnostic. Et mes posts, c'est avec des petits visuels Animal Crossing, donc je sais que les gens me retiennent pour ça. J'ai pas fait exprès, c'était pas un coup de com' au départ, c'est juste que j'adore Animal Crossing, mais finalement maintenant c'est comme ça que les gens me repèrent. Le validisme, c'est aussi de nous-mêmes à nous-mêmes, en fait, et je trouve que la personne la plus validiste envers moi-même aujourd'hui, c'est moi. Donc le validisme, c'est la discrimination des personnes handicapées, qui est un mot moins connu que certaines autres discriminations, donc toujours utile de le rappeler. Moi, la manière dont j'exprime le plus le validisme envers moi-même, c'est de me dire: «Ouais, enfin, ça va, fais un effort, quoi». Ou enfin, si je fais tomber quelque chose, on va beaucoup me dire: «Non mais Marion, enfin, ça va, tu pas vu que le verre, il était là depuis un quart d'heure?» Et en fait, je me le dis à moi-même et on me le dit aussi beaucoup. Et globalement, c'est beaucoup dans mon rapport au travail que ça s'exprime où, actuellement, par ma santé, je peux pas faire un 35 heures. Ou parfois, j'ai l'impression qu'on me donne et que je me donne moins de valeur parce que j'ai moins de capacité à enchaîner les heures de travail. Quitte parfois à ce que moi-même, en fait, je me pousse à l'extrême pour essayer de me conformer à des valeurs qui me correspondent pas, en fait, finalement. Aujourd'hui, je travaille, exclusivement pour, mon compte Instagram. J'ai la chance d'avoir une boutique en ligne qui fonctionne relativement et d'avoir intégré un collectif d'artistes, bordelais qui s'appelle l'Éphémère, où je vends des fidget toys, je vends, des zines et des petits bijoux, colorés. C'est pas ce qu'on pourrait appeler économiquement une franche réussite, mais en tout cas, ça m'apporte un épanouissement, personnel et professionnel. Je voudrais leur dire aux personnes qui comprennent pas du tout le fonctionnement, qu'on peut avoir et qui pensent que la neuroatypie, c'est un truc, qui est tendance sur Instagram, que c'est vraiment un fonctionnement cérébral différent et que malgré tous les efforts qu'on peut faire, hem, ça ne changera pas, en fait. Oui, on doit faire des efforts et cetera, c'est quelque chose qu'on nous répète à longueur de temps. On le sait, en fait. Donc quand vous nous dites, «Faites des efforts», on le sait, on le fait et les personnes les plus dures avec nous-mêmes, c'est nous-mêmes. Et il y a un moment où on peut pas juger quelqu'un extérieurement, parce que j'ai actuellement 3 handicaps invisibles qu'on ne voit pas quand on me regarde, mais ça veut pas dire qu'ils sont pas là. Et ça veut pas dire que, on vous arnaque parce qu'on veut passer dans la file à la boulangerie. Si actuellement je devais, abandonner les bénéfices que m'apportent les handicaps, et les remplacer, par, tout ce que je «perds» entre guillemets en n'étant pas valide et neurotypique, croyez-moi, j'arrêterais d'être, autiste. Ce que je veux pas faire parce que c'est vraiment une partie intégrante de qui je suis aujourd'hui et qui j'ai toujours été, mais en réalité le prix à payer est quand même, conséquent. Le syndrome d'intolérance orthostatique, c'est un problème de quelque chose en lien avec, le sang qui monte pas correctement au cerveau quand on se lève et qui descend en fait, plutôt vers le bas du corps. Donc avant d'être sous traitement, quand je me levais, je voyais des étoiles, voire je perdais conscience et je me retrouvais à nouveau sur le support sur lequel j'étais assise au départ. À un moment quand je récupérais,
du thé dans l'armoire et que je levais les bras, je perdais connaissance et en fait, par moment, la personne qui vit avec moi me ramassait 3 fois par jour, sur le sol de la cuisine ou de toute autre surface de l'appartement. L'une des difficultés principales, c'était la douche, où à un certain moment, je pouvais pas me laver les cheveux debout parce que si je lavais mon cuir chevelu, en fait, hop, plus de son, plus d'image. J'ai dû me battre aussi pour cette partie-là de diagnostic, parce que, c'est beaucoup, amené vers, une carence en fer et cetera. Mais mes prises de sang étaient bonnes. Il y a un traitement que je prends, qui existe, qui a été, un enfer à faire prescrire, parce que, on nous dit de faire plus de sport, de manger plus salé et de porter des bas de contention. Mais moi, ça suffisait pas, je passais, 16 heures par jour avec des bas de contention et quand je me levais, je tombais quand même dans les pommes. En fait, depuis que j'ai le traitement, je n'ai plus de problème, donc la coïncidence est quand même rigolote. Tout ça pour dire que, faire des malaises à répétition, c'est pas normal, que, si vous avez mangé et qu'après vous faites quand même un malaise, c'est que c'est pas une question de glycémie et que, parfois ça vaut le coup de creuser, et de se faire confiance aussi et de mettre en avant, vraiment que ça a un impact sur la qualité de vie, sur, dans les compétences professionnelles et cetera. Même à un moment donné, si je voulais aller faire des courses, il fallait que je prenne le fauteuil roulant parce que je ne pouvais pas, marcher plus de 100 mètres. Donc c'est à ça que ça ressemblait mon quotidien avant le traitement. Renseignez-vous pour que ce soit pas toujours aux personnes devant vous de faire la pédagogie. Il y a énormément de ressources en ligne sur les handicaps invisibles, notamment, abonnez-vous aux médias, hein, si c'est pas déjà fait, à petite main. Mais pour que ce soit pas à nous d'expliquer. Parfois, vous pensez poser une question, que personne n'a jamais posée et en fait, on l'a déjà entendue 6 fois aujourd'hui, donc internet est votre ami, s'il vous plaît.